On va commencer. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous savoir nombreux pour ce qui devient une habitude, c'est-à-dire nos conférences du CRCHUM par Zoom, probablement pour encore un bon moment. Donc, je remercie beaucoup Frédéric Leblond d'avoir accepté de nous faire une présentation aujourd'hui et je vais laisser Régent Lapointe, qui est responsable de l'axe cancer et directeur scientifique de l'Institut du cancer de Montréal, vous présenter Frédéric avant sa conférence. Vas-y, Régent. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Je suis très heureux et honoré d'être là pour présenter Dr. Frédéric Leblond. Vous avez sûrement entendu ou vu Dr. Leblond dans les médias. Il est très actif, très en demande. Et on pourrait dire que malgré qu'il est à la fin du début de sa carrière académique, vous allez voir qu'il y a une feuille de route déjà très impressionnante. Frédéric est un ingénieur. Il a eu une formation en génie physique au baccalauréat en 96 à l'Université de Montréal, à Polytechnique, évidemment. Ensuite, il a fait une maîtrise à l'Université Laval et il a obtenu un doctorat à l'Université McGill, toujours en physique. Et ensuite, il a eu une formation postdoctorale au réputé Enrico Fermi Institute de l'Université de Chicago. Ensuite, il a fait un passage dans l'industrie et ça, c'est intéressant, je pense, pour les étudiants, les postdocs. Le parcours n'est pas toujours linéaire, peu importe la cible que vous voulez atteindre plus tard. Comme vous pouvez voir que Dr. Leblond a passé par l'industrie pendant quelques années et ensuite a été recruté par le Thayer School à Dartmouth au New Hampshire où il a été assistant professeur pendant quelques années avant d'être recruté à l'École polytechnique à Montréal et au Centre de recherche du CHUM en 2012 et il est présentement professeur titulaire. Donc, il a été très rapide dans son ascension vers la titularisation au niveau de professeur. Donc, parcours très impressionnant au niveau de sa formation et de ses expériences. Il a évidemment obtenu dans les dernières années, vous avez peut-être vu, plusieurs prix et distinctions. Je n'en nommerai que 3. Il a été nommé parmi les 50 Québécois qui créent de l'extraordinaire en 2018 selon le magazine Urbania. Il a été dans le top des découvertes de l'année par la revue Québec Science en 2017. Et en 2015, le journal La Presse l'a désigné comme le scientifique de l'année, la personnalité scientifique de l'année. Donc, c'est très impressionnant. Il y a déjà plus de 80 publications, inventaires sur une quinzaine de brevets. Et le travail de Dr. Leblond, en fait, comme vous allez le voir, porte sur le génie biomédical. Il travaille étroitement avec des cliniciens, des biologistes, des ingénieurs, des partenaires industriels, et tout ça dans le but de développer des nouveaux dispositifs en médecine, médicaux en médecine. Donc, je vais laisser la place assez rapidement à Dr. Leblond. Je vous rappelle simplement de ne pas oublier de fermer vos micros et vos caméras et de soumettre vos questions au fil de sa présentation. Vous pouvez taper vos questions dans la section conversée et je vais les prendre dans l'ordre à la suite de la présentation. Donc, le titre de sa présentation est « Sonder la matière avec la spectroscopie vibrationnelle moléculaire, application pour le diagnostic, la chirurgie et la chasse aux virus ». Donc, je dirais qu'en cette période d'inertie, s'il vous plaît, Dr. Leblond, faites-nous vibrer avec votre présentation. Frédéric, je te laisse la place. Bien, merci beaucoup, Régent. Merci beaucoup, Vincent. Là, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci d'être là. Dans le fond, là, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, je vais l'illustrer avec plusieurs technologies différentes, mais c'est l'idée d'utiliser la lumière pour interroger on va dire des matériaux biologiques. Ça peut être du tissu, on peut dire live durant une procédure chirurgicale. Ça peut être aussi un biofluide, par exemple, comme des recherches plus récentes au laboratoire. Puis l'idée, c'est d'utiliser des signaux optiques qu'on acquiert avec des technologies émergentes là, sur ces matériaux-là, si on veut. Puis de réinterpréter ces données-là qui sont parfois complexes de par parfois leur taille. Si c'est des images, ça peut être des images qui ont une grande taille, par exemple. Au niveau du poids computationnel, si on veut. Là. Puis ça peut être aussi de l'information qui est très complexe au niveau de difficile à interpréter au niveau de qu'est-ce que ça veut dire au niveau moléculaire, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'acquérir ces données-là,
puis de les réinterpréter avec des techniques existantes en apprentissage, des techniques statistiques liées à l'apprentissage machine, des techniques d'intelligence artificielle, par exemple, qui sont beaucoup à la mode en ce moment. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Puis, juste avant de commencer, là, je veux juste mentionner mon affiliation là, avec une compagnie qu'on a fondée il y a quelques années. Donc, il y a un des instruments là, dont je vais parler aujourd'hui, une sonde Raman qui est commercialisée à travers la compagnie ODS Médicale. Nos recherches sont intégratives en ce sens où nous agissons sur plusieurs plateaux, principalement dans la ville de Montréal, là, puis aussi à l'étranger avec plusieurs collaborateurs. Mais typiquement, là, nous, on est affiliés avec l'École polytechnique de Montréal. C'est là que moi, personnellement, j'ai mon affiliation principale. Donc, on développe beaucoup de choses en ingénierie dans nos laboratoires de Polytechnique. Je suis aussi chercheur au centre de recherche du CHUM. On a des laboratoires là-bas aussi. On fait beaucoup de recherche au CHUM. Puis on a des collaborateurs aussi, puis des instruments en études cliniques, par exemple, à l'Institut de neurologie de Montréal. Puis plus récemment, là, pour un projet lié au cancer du sein au McGill University Health Center à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? Donc, l'idée, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'instruments et de méthodes médicales qui sont utilisées pour le diagnostic, le pronostic, puis pour aider les médecins à mieux catégoriser, si on veut, les patients, puis mieux administrer les traitements, un traitement adapté aux patients. Puis, tu sais, au fil des décennies, les méthodes qui ont été développées ont exploité plusieurs régions, si on veut, du spectre électromagnétique. Donc, si on considère la radiation comme la lumière, c'est de la radiation. Donc, la résonance magnétique va utiliser, par exemple, différentes longueurs d'onde de lumière, si on veut. On pourrait penser, par exemple, à la thermographie, qui utilise de la lumière infrarouge, par exemple, pour imager le corps humain. Il y a certaines applications médicales qui ont été développées en lien avec ça. La lumière proche infrarouge, qui a une tendance à pénétrer plus profondément dans les tissus que la lumière visible, comme le bleu, par exemple, est utilisée de façon très dynamique dans beaucoup de labs, par exemple à Montréal, pour faire de l'imagerie optique moléculaire, de l'imagerie optique hémodynamique, par exemple, des choses comme ça pour le cerveau. Puis des méthodes très, je dirais, plus proches de ce qu'on est habitué de voir, si on veut, des méthodes endoscopiques où on va utiliser de la lumière blanche et une caméra souvent standard, si on veut, pour faire de l'imagerie à l'intérieur du corps humain avec des petites caméras, des fibres optiques qu'on peut utiliser pour se rendre profondément dans le corps humain. On a aussi les rayons X, les rayons gamma, puis pour la médecine nucléaire. Donc, on a comme exploré beaucoup dans les dernières décennies le spectre électromagnétique pour développer des méthodes qui sont devenues des standards de la médecine. Puis nous, là où on se situe au niveau du développement de nos instruments, c'est qu'on utilise de la lumière, je dirais, qui n'est pas dangereuse d'un certain point de vue pour le corps humain, qui est non ionisante, donc ne va pas affecter la structure atomique et électronique, si on veut, des matériaux avec lesquels elle va entrer en contact. Donc, la lumière visible, par exemple, la lumière qui est proche de l'infrarouge. Donc, lorsqu'on repense à la lumière, par exemple, on aura de la lumière bleue. Puis lorsqu'on diminue la longueur d'onde de cette lumière-là, par exemple, on passera par plusieurs couleurs en se tendant par le rouge. Puis on va arriver à un moment donné, si on continue jusqu'à, par exemple, 1000 nanomètres, là, on va arriver dans l'infrarouge. Mais avant ça, il y a une région qui s'appelle le proche infrarouge. Donc, ça, c'est une région, nous, dans le laboratoire, qui nous intéresse beaucoup. Mon but, ce n'est pas de donner un cours de mécanique quantique aujourd'hui, mais ce qu'on fait, en fait, là, c'est qu'on va interroger la matière biologique, un peu comme certaines méthodes conventionnelles vont interroger les atomes, par exemple. Les atomes ont des niveaux d'énergie quantique qui font en sorte qu'ils auront des longueurs d'onde préférentielles où ces atomes-là vont absorber la lumière. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont eu peut-être une formation en physique, là, un atome contient des niveaux d'énergie. C'est les transitions entre ces niveaux d'énergie-là qui vont décider à quelle longueur d'onde de lumière, à quelle longueur d'onde de photons, si on veut, ces atomes-là seront sensibles, réagiront, absorberont. Donc, nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on réutilise des méthodes qui peuvent être peut-être un petit peu plus
au niveau de la science populaire, là, on peut penser à l'astronomie, par exemple. Donc, si on a, par exemple, une lumière, et si ça pourrait être une étoile que je montre à gauche ici, par exemple, on va collecter la lumière de cette étoile-là qui va, elle, passer à travers ce qu'on appelle un prisme. Puis le prisme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer la lumière entre ses différentes composantes. D'une certaine manière, si vous avez une source de lumière ou une étoile, par exemple, qui va émettre de la lumière blanche, mais cette lumière blanche-là va être séparée en ses différentes couleurs. Donc, d'une certaine façon, va nous permettre de former un arc-en-ciel. Puis, en astronomie, ces méthodes de détection qu'on appelle spectroscopiques sont utilisées, par exemple, pour étudier le contenu moléculaire. Ça peut être des amas globulaires, ça peut être des étoiles, ça peut être bien des choses. Puis, typiquement, si on est capable de détecter à toutes les longueurs d'onde qui sont différentes, le fameux arc-en-ciel ici, on va être capable de former ce qu'on appelle un spectre. Puis ce spectre-là va avoir des aspects, des caractéristiques qui vont nous permettre de dire « Ah, ici, là, j'ai un pic, par exemple. Ah, ce pic-là est associé à un atome particulier. » Donc, une certaine raie de transition qui est observée en mécanique quantique, si on veut, là, dans les atomes. Donc, en regardant la structure des pics, où ils sont situés, leur intensité, on peut aller chercher une information en lien avec le contenu atomique, moléculaire d'une étoile, par exemple. Puis aussi, on aura de l'information quant à l'abondance relative de différents éléments, par exemple. Donc, ça, c'est une application de la spectroscopie. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réapplique ces méthodes-là, on va dire, à la matière biologique. Donc, la matière biologique, oui, est constituée d'atomes, mais ces atomes-là sont réexprimés, reconstitués à un certain ensemble de molécules plus complexes. Ces molécules plus complexes-là vont constituer le tissu. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de la lumière, souvent, c'est de la lumière laser, à l'intérieur du tissu. Cette lumière-là va subir un très grand nombre d'événements de rediffusion, si on veut, à l'intérieur du tissu. Puis là, à chaque fois qu'il y a un événement, quelque chose qui se passe dans le tissu, bien là, il y aura une probabilité que certains phénomènes se produisent. Ça va pouvoir être une absorption, une transformation en chaleur. Ça va pouvoir être simplement une rediffusion à la même longueur d'onde dans une autre direction. Mais ça peut aussi être des phénomènes plus subtils comme la fluorescence ou ce qu'on appelle la spectroscopie vibrationnelle, où ce seront des bombes moléculaires spécifiques qui seront mis en mouvement et qui vont générer la réémission à une longueur d'onde qui va nous permettre d'identifier justement des bombes moléculaires particuliers. Puis un autre aspect qui est intéressant aussi, peu important à considérer lorsqu'on développe des applications biomédicales qui vont interroger les tissus avec de la lumière, c'est le fait que si je passe, par exemple, j'interroge un tissu avec de la lumière bleue versus interroger un tissu avec de la lumière rouge versus proche infrarouge ici, bien, la lumière ne pénétrera pas à la même profondeur. Donc, il y a comme, dans certaines applications, ça peut donner une opportunité de sonder les tissus à différentes profondeurs, justement, pour interroger des choses différentes, par exemple. Donc, ça, c'est un aspect qui est intéressant par rapport à l'interaction lumière et tissu biologique. C'est souvent relié à la présence de sang qu'on observe ce phénomène-là de variabilité de pénétration. Ce qu'on obtient lorsqu'on va interroger la matière avec de la lumière, on peut obtenir beaucoup, beaucoup d'informations qui est résolue en spectre. Tantôt, je parlais du fameux prisme qui nous permet de former un arc-en-ciel. J'avais utilisé cette métaphore-là simple, là. Mais quand on va envoyer de la lumière sur un tissu biologique, bien là, on va former des spectres. Par exemple, si j'envoie tout simplement de la lumière blanche sur un tissu biologique, puis je collecte ce qui est réfléchi lorsque la lumière a propagé à l'intérieur du milieu biologique, et là, j'aurai toute une série de pics que je pourrais voir dans le spectre qui me permettront, dans certaines conditions, de déterminer, par exemple, c'est quoi le taux de saturation du sang présent dans ce tissu-là, pour ne nommer qu'un exemple. Aussi, si j'investigue la dépendance de la diffusion de la lumière à la même longueur d'onde que la lumière qui est entrée dans le tissu, donc la lumière qui est réémise, qui n'est pas absorbée, bien juste l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde va aussi avoir une courbe très particulière qui va informer, dans ce cas-ci, ce sera sur
la taille, la densité, l'organisation des molécules, des macromolécules à l'intérieur du tissu. Donc, juste avec une simple lumière blanche et un prisme, je dis prisme, non, mais c'est sûr qu'un prisme, on voit souvent un triangle fait de verre, là, mais les prismes qu'on utilise sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus sophistiqués. Là. Ce sont des instruments plus dispendieux qu'un simple prisme. Puis, l'idée, c'est qu'on va former ces spectres-là. Puis, juste avec de la lumière blanche, on peut avoir déjà beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes sur la nature des tissus. Puis aussi, il y a certaines, comme je le mentionnais tantôt, il y a beaucoup de molécules dans les tissus, comme la mélanine, par exemple, l'élastine ou des choses comme ça. Souvent des molécules qui sont liées au métabolisme. Bien, ce seront des molécules qui vont émettre de la fluorescence. Donc, contrairement je dirais à la diffusion dont j'ai parlé tout à l'heure, où la lumière entre à une certaine longueur d'onde dans le tissu et réémise à la même longueur d'onde, bien, au niveau de la fluorescence, la lumière, par un mécanisme interne qui peut être expliqué justement par la mécanique quantique, bien, elle est réémise à une longueur d'onde différente. Donc, si j'envoie, par exemple, de la lumière bleue, bien, si j'ai beaucoup, beaucoup de molécules fluorescentes dans le tissu, et la lumière qui sera réémise le sera vers le rouge, par exemple. Donc, ça, c'est la fluorescence. Puis un phénomène qui, même si physiquement est distinct et vraiment pas la même chose que la fluorescence, mais dont la manifestation ressemble un petit peu à la fluorescence, c'est justement la spectroscopie vibrationnelle ou la spectroscopie Raman, où justement, on peut exciter des bonds spécifiques dans les molécules. Et lorsque le bond moléculaire est excité, bien, il vibrera, puis il y aura une perte d'énergie en chaleur associée à la désexcitation de ce bond moléculaire-là. Il y aura réémission de lumière à une longueur d'onde qui est vers le rouge aussi. Donc, à l'intérieur d'un signal sera caché, si on veut, lorsqu'on interroge un matériau biologique, sera caché une signature moléculaire très précise avec beaucoup, beaucoup de pics qui pourront nous donner de l'information quant au contenu moléculaire du tissu. Donc, pour nous, aujourd'hui, je vais principalement parler de ce dernier phénomène-là. Donc, comment on fait pour extraire ces signatures moléculaires Raman-là lorsqu'on interroge la matière avec de la lumière. Puis, je dirais, la méthode la plus, sans vouloir dire la plus simple, là, mais c'est une méthode là, intéressante pour aller interroger des tissus en spectroscopie Raman, par exemple, va consister à un système comme celui que je montre ici sur la diapositive. Donc, dans un cas comme celui-ci, on pourrait avoir une sonde qui serait mise en contact avec le tissu, qui serait connectée par l'intermédiaire de fibres optiques à un laser. Dans ce cas-ci, le laser, ce serait un laser dans le proche infrarouge parce que, bon, il y a plusieurs raisons. Je pourrais répondre à des questions en lien à pourquoi 785 nanomètres, mais je ne le ferai pas par intérêt pour le temps. Donc, un laser à 785 nanomètres qui passe par la fibre optique, excite le tissu, puis la lumière est recollectée par une fibre optique. Et cette lumière-là, la lumière qui est réémise est redirigée vers le fameux prisme ici, qui est un spectromètre, puis transformée dans un spectre en étant projetée sur une caméra CCD, puis détectée. Là, au bout du compte, on peut retrouver un spectre. Puis typiquement, si on interroge des molécules particulières, bien, le spectre, on pourra identifier certains pics à différents bonds moléculaires spécifiques liés avec leur énergie d'excitation et de réémission. Spécifiquement dans les matériaux biologiques, par exemple, bien, je vous montre ici un exemple de molécule, un acide aminé commun que l'on détecte, je vais dire, facilement en Raman, la phénylalanine. Par exemple, l'albumine du sérum a une signature particulière. Vous voyez déjà, il y a des différences entre les deux. Puis typiquement, un signal Raman associé à un tissu, qui est un ensemble d'un grand nombre de biomolécules, va être une somme, grosso modo, linéaire de beaucoup, beaucoup de spectres comme celui-là. Donc, d'une certaine manière, lorsqu'on interroge la matière et qu'on est capable d'en extraire le spectre Raman, bien, ça nous donne une espèce d'empreinte, si on veut, du matériau. Mais cette empreinte-là, elle peut être difficile à réinterpréter. Donc, ça, au niveau de la réinterprétation, dans le laboratoire, on a développé des méthodes statistiques pour vraiment aller statistiquement extraire quelles sont les molécules qui contribuent le plus. Puis
comment on peut transformer cette information-là dans une prédiction. Donc, par exemple, le cas le moins ambigu serait de dire est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses dans la région interrogée ou s'agit-il de tissu normal bénin, par exemple. Donc, c'est à ce niveau-là souvent qu'on va développer des approches d'intelligence artificielle pour reconnaître ces empreintes-là, puis puis produire des modèles d'intelligence artificielle qui sont validés. Donc, je n'irai pas en détail sur cette diapo-là, mais il existe pour des technologies émergentes telles que celles qu'on développe en optique, par exemple, un grand nombre d'applications possibles. Il s'agit en fait de les trouver puis de les développer, là. Nous, au laboratoire, on a développé, par exemple, des méthodes pour aider la prise d'échantillons de biopsie. Donc, on va essayer de donner de l'information optique moléculaire aux gens qui vont chercher des échantillons de biopsie. Par exemple, pour des biopsies du cerveau, bien, il y a avantage à assurer qu'on n'a pas besoin de refaire 2 fois la procédure, le cerveau étant skillé, un organe quand même assez fragile. Au niveau des infections aussi, il y a toutes sortes de dangers. Donc, on va être sûr de n'avoir qu'une prise d'échantillon à faire. Et aussi, dans un cas comme le cancer, le diagnostic au cerveau, dans les cas où il y a un besoin d'une prise de biopsie, on voudrait aussi s'assurer, parce que c'est documenté qu'il y a des cas où est-ce qu'il y a des hémorragies là, liées avec l'extraction d'un échantillon. On voudrait aussi s'assurer de voir si les méthodes optiques ne pourraient pas, par exemple, détecter s'il y a des vaisseaux sanguins dans la région, ou en tout cas une grande densité de vaisseaux sanguins dans la région où est-ce qu'on veut prendre l'échantillon. Donc, c'est un exemple. En prostate aussi, on a une application liée à ça. Au niveau on peut dire le guidage chirurgical, si on veut, pour prendre un terme très, très peu scientifique, là. L'idée ici est d'assurer, puis les besoins ne sont jamais les mêmes, dépendamment on va dire de la pathologie ou de l'application clinique, là, mais grosso modo, on peut dire que typiquement, ce qu'on veut faire, c'est assurer que voir si l'optique, telle que la spectroscopie rend, par exemple, ne pourrait pas être un petit peu plus sensible à ce qu'un chirurgien peut voir visuellement, puis aussi à ce qu'un chirurgien peut avoir accès comme information avant la chirurgie par l'imagerie, par exemple. Donc, l'idée serait de dire, bon, est-ce qu'il y a des procédures chirurgicales, comme au cerveau, par exemple, les tumeurs principales sont des gliomes, par exemple. Ces tumeurs-là, c'est très difficile, elles sont invasives, donc c'est très difficile de les enlever au complet, si on veut. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'être plus sensible que ce qui existe pour maximiser l'étendue tumorale qui est resséquée et donc de donner une amélioration au niveau des métriques de survie là, et de qualité de vie pour les patients. Un autre problématique en cancer de la prostate, par exemple, bien, quand on fait une procédure chirurgicale pour retirer une prostate, on doit le faire en assurant qu'elle soit retirée au complet. Donc, est-ce qu'on laisse du tissu prostatique en arrière après la chirurgie? C'est une problématique qui est importante aussi, puis l'optique peut aussi aider. D'autres applications, on peut en pathologie, donc on peut faire des applications plutôt chirurgicales, puis en pathologie, on peut aussi développer des approches pour, je dirais, augmenter le contenu informationnel éventuellement qui est donné aux pathologistes pour peut-être améliorer la stratification des patients, puis des fois même peut-être prédire la récidive associée à certaines maladies, information qui peut-être n'est disponible avec aucune méthode existante, peut-être avec des méthodes trop dispendieuses ou peu importe. Et là, plus récemment, au laboratoire, bien, on a initié un projet en lien avec, je dirais, la détection de la signature Raman de biofluides, salive et sang, plus récemment le sang, là, pour tenter de détecter, de dépister les patients atteints de la COVID-19. Donc, ça, c'est le projet actuel sur lequel on travaille beaucoup. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, dans les 2 applications, la chirurgie et les biopsies, la pathologie. Au niveau de la pathologie, l'idée, c'est le diagnostic, le pronostic. Puis aussi, au niveau de la pathologie, on voudrait développer des méthodes pratiques, c'est-à-dire des méthodes qui s'intègrent naturellement dans le plan de travail des pathologistes pour non seulement améliorer l'information, peut-être augmenter l'information qu'il leur est donnée, donc complémenter les pratiques actuelles, mais aussi possiblement réduire le nombre de cas où les pathologistes ne sont pas d'accord sur un diagnostic, par exemple. Donc, ce sont des choses qui peuvent être utiles. Je vais montrer des applications. Puis, je vais juste montrer une application. Là. C'est un projet qui est récemment publié, si je ne m'abuse, un projet qui a été fait par la compagnie ODS et le groupe du Dr. Lieberman au CHUM.
consistait à détecter, tenter de détecter le cancer du poumon, par exemple, et de le grader avec la spectroscopie Raman. Puis, juste pour donner une idée de comment ça fonctionne, la spectroscopie Raman, dans un cas comme celui-ci, on avait, par exemple, un certain nombre d'échantillons normaux, un certain nombre d'échantillons cancer. Dans le cancer, on avait des échantillons qui étaient associés à différents types de cancer. Puis, juste pour donner une petite idée, là, si on regarde les spectres ici, ça, c'est simplement les spectres associés à de tissu qui a été pathologiquement évalué comme étant normal versus tout mêlé, là, le cancer. Donc, on voit, ce n'est pas toujours le cas en spectroscopie Raman, mais je le présente ici pour montrer que ici, dans ces cas-là, il y avait des distinctions, je dirais, assez faciles à visualiser entre les deux spectres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans un cas comme celui-ci, on peut s'attendre, par exemple, ici, il faudrait diminuer un petit peu la variance des spectres, mais c'est une étude très préliminaire, mais on pourrait possiblement s'attendre à des modèles de classification qui sont un peu plus simples versus des applications plus complexes où peut-être les signatures moléculaires présentent des différences qui sont plus subtiles, où là, il faudra faire plus attention pour le développement du modèle et sa validation et ses tests. Donc, seulement un petit aparté ici. Puis, je dirais que je voudrais dire quelques mots sur la méthodologie de nos études en chirurgie et en pathologie, mais ici, plutôt appliquée à la chirurgie, là. Pour l'exemple de la détection de la signature Raman des tissus pendant la chirurgie du cancer du cerveau, bien, il y a plusieurs défis. Mais je dirais qu'un des défis les plus grands, c'est d'assurer, par exemple, dans la phase où on va acquérir des données pour développer un modèle que nous allons éventuellement tester afin de voir s'il est généralisable à des nouvelles données. Bien, la première phase va consister toujours à aller acquérir un très grand nombre de données in vivo. Ces données in vivo-là doivent toujours être accompagnées d'un résultat pathologique. Donc, dans le cas du cancer du cerveau, on va aller chercher notre collaborateur pour ces études-là, Kevin Petreka, allait par exemple prendre une mesure optique, allait resséquer un petit bout de tissu sous la sonde. Ce petit bout de tissu-là est envoyé à notre collègue pathologiste Marie-Christine Guillaume, qui, elle, faisait l'analyse. Puis là, on obtenait pour chacun un rapport pathologique détaillé, nous permettant, pour chacune de nos mesures optiques, d'associer des étiquettes. Donc, une étiquette, ça peut être aussi simple que cancer, pas cancer. Ça peut être une étiquette, je dirais, une variable plus continue là, qui serait liée au pourcentage de cellules cancéreuses détectées dans les tranches qui ont été analysées sous la sonde. Ça peut être le grade. Donc un ensemble de données va être associé à chaque mesure optique à des étiquettes qui potentiellement, elles, peuvent être utilisées pour développer des modèles prédictifs, donc des modèles d'apprentissage machine, par exemple, ou d'autres méthodes apparentes à l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, c'est la façon dont on travaille. Puis, je dirais là, puis un des gros défis qu'on a dans nos équipes, évidemment, c'est d'assurer qu'on est capable d'aller acquérir des ensembles de données qui sont suffisamment grands pour faire en sorte que lorsqu'on est capable de tester nos modèles sur des données indépendantes. Donc, lorsqu'on a un petit ensemble de données, ce qui arrive quand même beaucoup, là, parce que parfois, lorsqu'on développe une nouvelle technique, on amorce un nouveau projet, bien, les ensembles de données ne sont pas grands immédiatement. Bien là, il faut toujours, lorsqu'on va, par exemple, donner des degrés de prédiction au niveau, par exemple, de la production d'une courbe ROC, par exemple, puis on veut donner des thresholds associés à des niveaux de sensitivité et spécificité, par exemple, bien là, il faut faire très attention lors de l'entraînement et de l'évaluation de nos modèles, de ne pas, je n'ai pas le terme français qui me vient, là, de ne pas overfitter nos données. Parce que, comme on sait tous, si vous avez déjà fité un nuage de points en 2 dimensions, vous savez que si vous utilisez un polynôme de n'importe quel ordre, vous n'avez pas de limite sur l'ordre du polynôme que vous pouvez utiliser pour fiter vos données en 2 dimensions. Bien, n'importe quel ensemble de données peut être fité avec un polynôme d'ordre 500, par exemple. J'exagère, là, mais c'est un exemple. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là dans le cadre de nos recherches. Puis, c'est ce qu'on a fait au niveau des recherches pour le cancer du cerveau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment développer un modèle qui est testé sur des données indépendantes, qui peut par la suite être utilisé
je dirais, live durant les acquisitions en neurochirurgie. Donc, avec la compagnie ODS, une étude clinique a été faite justement en ce sens-là récemment, puis était en cours juste avant la crise de la COVID-19. Donc, puis une chose qui est critique pour toutes nos approches, c'est d'assurer des méthodes de calibration et de normalisation qui assurent la compatibilité entre les instruments. Puis là, je veux dire que si je fais une étude à McGill, puis ensuite de ça, j'ai un site au Japon, bien, le modèle qui a été développé à McGill doit marcher au Japon. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit développer des approches très standardisées et s'assurer qu'on contrôle bien ces choses-là. Puis aussi, un autre critère important dans nos études, c'est d'assurer que la qualité des données, nous, on mesure la qualité des données vraiment souvent avec le compte photonique associé à différents pics Raman dans nos mesures, là. Mais cette qualité de données-là qu'on a utilisée, par exemple, pour entraîner nos modèles, doivent être cohérentes avec les données qu'on acquiert dans la salle d'opération. Ça veut dire qu'il doit y avoir des mécanismes de contrôle du compte photonique live durant les procédures chirurgicales de manière à ce que ce dernier-là soit optimisé en variant certains paramètres. Ça peut, par exemple, être aussi simple qu'au lieu de prendre 5 mesures consécutives lorsqu'on fait une mesure dans la salle d'opération, bien, si on n'a pas atteint le niveau de compte requis pour différentes raisons, bien, le nombre de mesures doit être ajusté automatiquement durant la procédure. Donc, ça, ce sont nos approches. Si je veux juste le montrer, parce qu'on est quand même assez fiers de ça, là, le système commercial qui a été récemment développé là, par l'équipe d'ODS qui est menée par Chris Kent avec Victor Lenzo et Rajiv Agarwal qui ont été des gens clés dans ces développements-là. Ensuite de ça, ici, ben, j'en parlerai pas très longtemps parce que je vois que le temps file, là, puis je n'aurai pas le temps de terminer ce que je voulais faire. Mais l'idée là, pour la neurochirurgie, juste pour terminer ça ici, c'est que ce qu'on a démontré dans les dernières années, en fait, c'est que si, par exemple, un chirurgien basé sur la résonance magnétique aurait décidé de retirer cette étendue tumorale-là, basée sur le contraste de résonance magnétique, ici, c'était un cancer de grade 2, là, de bas grade là, pour le cancer du cerveau, bien, l'idée, c'est qu'on serait capable d'enlever plus de cancers. Ça, si ce n'est pas je dirais une illustration schématique. C'est vraiment un cas où Kevin avait enlevé jusqu'à un certain point, avait testé avec la sonde, tout positif ici, puis avait continué jusqu'à un certain point. Puis pathologiquement, on avait démontré qu'il y avait, en tout cas, la sonde ne prédisait plus de cancer, puis pathologiquement, c'était normal sur la périphérie ici. Donc, je dirais que c'est l'exemple clé là, de comment cette technologie-là, à tout le moins pour le cancer du cerveau, devra et pourra être utilisée. Cette technologie-là, on l'a réimplémentée pour guider les aiguilles de biopsie. Puis là, l'idée, c'est justement d'utiliser les mêmes modèles statistiques qui ont été entraînés avec les sondes pour assurer qu'on est capable de prendre des mesures optiques lorsqu'on insère une aiguille de biopsie dans le cerveau pour aller prendre un échantillon. Donc, on a fait le design d'un outil, justement, qui était capable d'aller faire des mesures optiques sans déranger le plan de travail. Donc, on prenait la petite mesure optique, là, je dirais à 90 degrés à peu près. Là. On prenait la mesure optique, ça peut nous rendre… L'idée, c'est que ça rendrait un diagnostic, cancer normal, par exemple. Puis suite à ça, bien, on tirait un petit peu sur cet objet-là, sur l'objet fibré pour le retirer juste un petit peu. Puis ensuite de ça, l'échantillon pourrait être aspiré à l'intérieur de l'aiguille de biopsie. Donc, on a fait une première preuve de concept de ça dans les dernières années. Ensuite de ça, ici, ce sont des analyses qu'on a faites. Puis, tu sais, je pense que une des choses importantes qu'on a réalisées dans les dernières années, c'est que nos méthodes peuvent bien fonctionner comme je l'ai démontré jusqu'à présent. Mais on a aussi démontré que dans certains cas, il y a d'autres variables qui ne sont pas reliées à la pathologie qui peuvent avoir un impact, évidemment, là, sur la nature des spectres. Comme par exemple, pour le cancer du cerveau, si un patient est plus ou moins âgé, bien, ça va avoir un impact sur la constitution moléculaire du cerveau. Donc, ça va impacter nos spectres Raman. Donc, c'est une variable, ça, qu'on doit être capable, qu'on aimerait en tout cas être capable de contrôler lors de la production d'un modèle statistique, par exemple, pour éventuellement améliorer le pouvoir prédictif. Donc, ça, on a développé des approches statistiques qui nous permettent justement d'investiguer comment ces différentes variables-là vont contribuer, puis aussi
les différentes variables vraiment à l'intérieur d'un spectre ne sont pas indépendantes. Donc, la même molécule peut contribuer au même pic, mais elles n'ont pas nécessairement des pics aux mêmes endroits ailleurs. Donc, de considérer les interactions lorsqu'on bâtit nos modèles entre ces différentes variables-là, on a démontré que ça pourrait avoir aussi une importance dans le développement de nos modèles. Donc, je dirais que c'est une voie que l'on poursuit. Puis ici, c'est juste une diapositive. Là, je ne vais pas y passer longtemps, mais c'est pour donner une petite idée. Lorsqu'on fait ces études statistiques-là, ce que ça nous donne, ça va nous donner une espèce de profil, profil de ce que contient, tel que perçu par Raman, un tissu à l'endroit où on l'a sondé. Donc, par exemple, il y a différentes bandes Raman dont on sait qu'ils sont associés à différents bonds moléculaires qui, eux, de par la documentation puis aussi des investigations sur les molécules individuelles, là, on sait qu'ils sont associés à différentes molécules. Donc, on peut faire des associations entre différentes molécules, différents pics, puis différentes associations avec si la mesure est associée avec, par exemple, un cancer de haute densité, basse densité, un tissu normal, des choses comme ça. Donc, typiquement, là, au bout du compte, on a une espèce de tableau comme ça au terme d'une étude qui nous indique un peu la constitution moléculaire des tissus. Puis là, je vais y aller assez rapidement pour les projets cancer du prostate parce que quand même, là, j'ai quand même décrit les idées principales au niveau du projet cancer du cerveau, mais typiquement, on a reproduit le travail au niveau du cancer du cerveau en développant des approches de pathologie très novatrices, je dirais, pour entraîner nos modèles. Les défis sont complètement différents qu'en cancer du cerveau. Donc, par exemple, avec Dominique Trudel du CHUM, on a développé des approches qui nous permettent vraiment de cribler, si on veut, des prostates humaines ex vivo là, de plusieurs mesures Raman pour lesquelles on a des étiquettes pathologiques. Ces étiquettes pathologiques-là, ça ici, je donne juste l'exemple le profil démographique d'une étude spécifique qu'on a faite c'était une petite étude, celle-là, sur 32 patients, notre première étude phare, si on veut. Puis pour chacune des mesures Raman, on va avoir justement différentes étiquettes. S'agissait-il de tissu prostatique, pas prostatique, bénin, malin, le grave, des choses comme ça. Donc, malgré que celle-là soit une très petite étude, là, ça donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ici, ce ne sont pas des modèles qui ont été, je dirais, testés indépendamment, là, mais avec des méthodes de validation croisées en tentant du mieux qu'on peut d'éviter le fameux overfitting. Là, on a été capable de développer des modèles prédictifs assez intéressants, par exemple, pour caractériser le cancer en termes de bénin malin, de prostatique, extra-prostatique, par exemple. Puis, encore une fois, je vais aller rapidement, mais un des gros challenges de nos approches, puis ça, c'est quelque chose qui existe dans notre domaine depuis longtemps, le grand défi, c'est d'assurer que la signature Raman qu'on collecte, elle est fiable. Donc, par exemple, un signal Raman, là, c'est caché parmi tous ces autres phénomènes-là dont je parlais précédemment. Il y a beaucoup de fluorescence, il y a beaucoup la lumière est absorbée, diffusée, il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer au signal. Donc, il faut aller isoler cette petite composée-là, ici, sur le dessus de la courbe, ici, qui est associée à la signature Raman. Typiquement, cette signature-là peut être jusqu'à 1000 à 10 000 fois plus petite que le reste du signal. Donc, ça donne une idée de la difficulté. Donc, au fil de la dernière année, on a développé une méthode qui permet automatiquement d'aller quantifier, je dirais, la qualité des données Raman. Donc, d'utiliser une espèce de métrique pour nous décider quand on a atteint le niveau qu'on voulait. Ça nous permet, par exemple, de façon automatisée, on pourrait varier la puissance du laser, le temps d'intégration, le nombre de répétitions, de manière à assurer qu'on obtient toujours la qualité, mettons, facteur de qualité égale 100, qui est le facteur de qualité qui a été utilisé pour entraîner le modèle, par exemple. Donc, on a démontré que ça fonctionnait bien, cette méthode-là. On a montré aussi que si on stratifiait nos ensembles de données en ne gardant que les données quantifiées ayant une certaine valeur et plus, si on veut, là, ça augmente notre pouvoir prédictif dans certaines sous-études. Donc, ça a été vraiment un facteur qui va… C'est une méthode, en fait, qui va permettre de beaucoup de standardiser les méthodologies qu'on va développer dans le futur. Puis, je dirais, l'autre problème, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement le fun à regarder dans le sens où est-ce que ce n'est pas fascinant au niveau scientifique, sauf que l'aspect pratique important, c'est d'assurer que nos mesures sont robustes
et cohérente entre tous les différents instruments qu'on peut utiliser dans le cadre de différentes études cliniques. Donc, par exemple, on a constitué 9 différents systèmes avec différentes sondes, différents spectromètres et un laser. On avait le même laser, par contre, dans ce cas-ci. Là, on a démontré, par exemple, qu'à gauche, c'est les données avec les différents systèmes complètement différentes, mais nos méthodes, je dirais, de normalisation font en sorte qu'on peut ramener tous ces spectres-là associés à différents systèmes avec des écarts, des déviations qui sont proches des limites intrinsèques de la physique au niveau du bruit photonique, par exemple. Donc, ça, c'était intéressant. Puis, je dirais que dans plusieurs cas, là, c'est bien intéressant de faire des mesures de sonde, c'est-à-dire des mesures où est-ce qu'on va prendre un point à la fois. Mais pour beaucoup d'applications, comme par exemple au niveau de la chirurgie conservatrice en cancer du sein, bien, on veut développer des approches où, au lieu d'interroger un point à la fois, on va vouloir aller chercher une grande région à la fois. Donc, au lieu d'aller chercher, par exemple, une mesure sur une fraction de millimètre, bien, on va vouloir aller chercher plus une image qui peut se rapprocher du centimètre en termes de champ de vue. Donc, on a développé une série d'instruments qui permettent justement de faire ça. Donc, d'aller imager ces fameux spectres-là avec une résolution spatiale qui est plus intéressante. Donc, un projet qui a été développé récemment au laboratoire consiste justement en une sonde qui, là, ici, je vous présente en fait le prototype 2. Là, on vient d'obtenir le financement pour le prototype 3 dans le cadre du projet Cancer du sein. C'est une sonde, en fait, qui va aller chercher une image complète de spectre qui sera aussi combinée avec d'autres méthodologies d'imagerie pour augmenter le contenu informationnel, aller au-delà du Raman. Puis, je l'amène cette idée-là parce que c'est important de montrer aussi que je vous ai montré tout à l'heure qu'entre les différentes sondes, on est capable d'avoir une cohérence des résultats faisant en sorte qu'on peut penser pouvoir utiliser les mêmes modèles statistiques entre les différents instruments. Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller nulle part, là. Donc, c'était important. Mais là, on est allé un petit peu plus loin. On a dit, OK, maintenant, prenons notre système grand champ qui, lui, va acquérir un très grand nombre de pixels. Essayons de voir si, dans un cas, on va dire un cas jouet pour commencer, là, si on est capable d'aller faire un modèle statistique avec une sonde qui pourrait être appliquée sur chacune des pixels de mon instrument d'imagerie grand champ. Puis le cas qu'on a pris ici, c'était des tranches de cerveau de singe. Puis on a essayé de voir si on était capable de classifier matière blanche, matière grise avec des modèles simples. Donc, l'idée, c'était pas d'utiliser, c'était de se donner un petit peu de misère parce que matière blanche, matière grise, c'est assez facile en Raman à voir les différences, là, même très facile. Puis l'idée, c'était ici de dire, si on utilise seulement, par exemple, 4 bandes Raman, est-ce qu'on peut faire un modèle comme ça qui est exportable, c'est-à-dire portable entre les instruments? Donc, ici, on voit ici une carte qui a été créée à partir d'une image grand champ, mais d'un modèle statistique sonde qui nous permet de montrer qu'à gauche, on détectait en effet la matière grise, puis à droite, la matière blanche, avec certaines erreurs sur la frontière qui est probablement associée à de la pollution entre les deux régions au niveau moléculaire, pour faire une histoire courte. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Puis, l'idée avec ça, c'est qu'on veut appliquer ça au cancer du sein, donc entraîner des modèles avec la sonde, qui est relativement facile à faire, même dans un contexte intraopératoire, puis de les exporter vers le système grand champ. Maintenant, un autre projet qu'on a en collaboration au CHUM avec Cynthia Ménard, Samuel Kadouri et aussi Dominique Trudel, consiste à une sonde Raman qui a été développée attachée avec un traceur, si on veut, électromagnétique pour localiser sa présence dans l'espace. Puis l'idée ici, c'est de développer des approches qui peuvent améliorer le diagnostic au niveau des biopsies transrectales, mais qui peut aussi guider l'application de radiation seeds en brachythérapie. Donc, c'est une approche, là, puis c'est vraiment le groupe de Samuel a fait un travail exceptionnel avec ça, où est-ce qu'on combine la résonance magnétique, l'ultrason intraopératoire pour localiser sur ces images-là l'endroit où on va prendre, par exemple, une mesure de sonde Raman. Donc, l'application en lien avec ça, là, on y travaille. Avant la crise de COVID-19, on était prêt à aller en salle d'op avec ça. Donc, c'est quelque chose qui va reprendre, on l'espère bientôt. Ensuite de ça, un autre projet qui a été développé dans nos laboratoires, c'est le développement d'une sonde
qui est adaptable à la chirurgie robotique. Une collaboration là, qui a impliqué quelques compagnies, dont la compagnie du robot chirurgical. Puis l'idée, c'était initialement de faire une preuve de concept pour montrer qu'on est capable d'aller prendre des mesures dans la cavité chirurgicale Raman, mesures qui seraient cohérentes avec des mesures ex vivo qu'on fait énormément dans le laboratoire. Puis quelques cas ont été effectués pour montrer en effet qu'on est capable d'aller chercher une signature moléculaire qui est cohérente là, ex vivo, in vivo, grosso modo. Puis cet outil-là est redéveloppé en ce moment dans le cadre d'une collaboration plus formelle au niveau commercial. Et ensuite de ça, je pense que cette diapo-là met en évidence de façon cruelle un des gros problèmes qu'on peut rencontrer dans le déploiement et l'intégration de nos méthodes en salle d'opération. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sang. Puis le sang, je l'ai mentionné un petit peu au début de ma présentation, est très absorbant. Donc, un des pans de recherche, je dirais, de nos laboratoires, c'est de développer des méthodes optiques pour justement assurer qu'on peut au moins détecter s'il y a du sang ou pas à l'endroit où on fait une mesure, entre autres avec une sonde, par exemple. Donc, ça pourrait aider un petit peu à améliorer la spécificité de la mesure en ce qui a trait à sa capacité à vraiment mesurer le tissu et non pas avoir trop de corruption spectrale associée au sang. Puis, je vais faire une histoire courte avec ça parce que le temps file à très grande vitesse. Mais l'idée, c'est qu'au laboratoire, on a développé une méthode qui permet d'acquérir des spectres en temps réel, donc des spectres optiques en réflectance, en utilisant une lumière blanche, comme je parlais au début de la présentation. Puis ces mesures-là sont prises en temps réel, donc à un très grand rythme, si on veut, durant la chirurgie. Puis on peut réinterpréter ces variations temporelles-là, comme par exemple, puis ça c'est un projet lié à l'épilepsie, comme de l'activité cérébrale. Donc on peut utiliser, dans le contexte de l'épilepsie, on utilise ces mesures-là pour étudier optiquement, si on veut, les crises, puis les relier. On a montré qu'on est capable de les relier avec le onset d'activité épileptique. Puis, mais dans ce cas-ci, un petit projet qu'on a développé en parallèle de ce projet-là, c'est vraiment d'essayer de voir est-ce qu'on est capable d'utiliser cette information-là temporelle, puis lorsqu'on réinterprète tout en termes d'hémoglobine oxygénée, désoxygénée, est-ce qu'on peut l'utiliser pour détecter si on a du sang, on peut dire, actif dans des veines, si on a du sang qui est associé avec du sang qui est non actif, si vous voulez, sur la cavité chirurgicale, ou s'il s'agit de tissus de cortex, par exemple. Donc, la méthode qui a été développée, justement, utilise la réponse fréquentielle à différents pixels associés au signal de réflectance et sa réinterprétation en termes de concentration relative d'hémoglobine oxygénée et désoxygénée. Puis, en effet, on a montré qu'on est capable de reproduire des cartes qui nous permettent de détecter ces endroits-là où on a un saignement, si on veut, donc du sang, un saignement. Puis là, l'idée, c'est de réintégrer, de réimplémenter ces méthodes-là dans nos fibres optiques qu'on appelle nos fibres Raman, là, dans lesquelles on a gardé toujours des fibres là, libres, si on veut, pour faire d'autres types de mesures. Donc, ça, c'est une approche qui a été développée très récemment dans le laboratoire. Puis, pour conclure vite sur nos approches optiques aussi, des approches qui vont complémenter le Raman aussi, ce sont des approches qui mesurent la fluorescence et aussi les propriétés optiques d'absorption et de diffusion, dont je parlais au début de la présentation, je dirais, sur de grands champs de vue. Donc, par exemple, ici, ce sont des images qu'on a réussi à reconstituer du coefficient physique lié à l'absorption des tissus, la diffusion élastique des tissus, la fluorescence, etc., etc. Donc, ce sont des approches qui seront éventuellement les approches d'imagerie grand champ, là, qui seront tous combinées dans le cadre du même instrument. Avant-dernier projet, il me reste 10 minutes, je crois bien que je vais l'utiliser au complet. Donc, un projet dont je ne vais parler que 2 diapositives, mais qui en mériterait beaucoup plus. C'est un projet, je dirais, de pathologie là, qui a été fait en collaboration avec Dominique Trudel, le laboratoire de Dominique Trudel. Puis l'idée, c'était de voir si on ne pouvait pas intégrer ce qu'on appelle la microspectroscopie Raman. Donc, dans la présentation jusqu'à présent, les méthodes étaient plutôt mésoscopiques ou macroscopiques. Donc, on interrogeait sur des fractions de millimètres, là, mais proches du millimètre, jusqu'à
des centimètres parfois. Là, ici, ce sont des méthodes qui vont aller interroger les tissus. Dans ce cas-ci, ce sont des tissus ex vivo, là, sur des échelles plus au niveau du 50 microns, des choses comme ça, donc plus microscopique. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que sur plusieurs centaines de patients, l'idée, c'était de démontrer est-ce qu'on est capable de développer une approche d'intégration de cette méthode-là, de cette méthode optique-là, qui ne dérange pas ou presque pas le plan de travail des pathologistes. Donc, qui peut s'intégrer et ne pas requérir d'étapes supplémentaires au niveau du traitement des tissus, ou en tout cas un nombre minimum d'étapes supplémentaires de traitement des tissus. Dans ce cas-ci, c'était une étape de déparaphénisation d'une slice cousine, si vous voulez, des slices qui sont interrogées, là, qui sont étudiées et marquées avec, pour l'histologie. Donc, on a développé des modèles qui nous permettaient, des modèles statistiques là, en apprentissage machine, qui nous permettaient de prédire, par exemple, cancer versus bénin. Est-ce qu'il s'agit de lymphocytes ou pas? Je dirais la chose la plus importante, qui était très importante pour notre collaboratrice Dominique Trudel, c'était de détecter une variante complexe, si on veut, du cancer de la prostate qui s'appelle IDC. Donc, on a été capable de développer des modèles statistiques là, qui nous permettaient de prédire bénin cancer, IDC de la prostate, cancer, avec un bon pouvoir prédictif, là, souvent plus haut que 85 % Puis la chose importante, là, puis j'en ai parlé un petit peu au début, c'est que une cohorte qui appartenait à deux cohortes, c'est-à-dire une cohorte qui appartenait à des échantillons du CHUM, par exemple, a été utilisée pour l'entraînement, quelques centaines de patients. Puis un sous-ensemble de patients appartenant à des cohortes différentes ont été utilisés pour tester l'approche. Donc, on a entraîné un modèle avec une cohorte du CHUM. On a appliqué ce modèle-là de façon totalement indépendante, sans input quoi que ce soit de ce qui a été fait au niveau de l'entraînement sur nos cohortes, nos autres cohortes. Puis, on a conservé des méthodes, des mesures de sensitivité, spécificité similaires, je dirais, à notre cohorte d'entraînement, ce qui témoigne en fait du fait qu'on ne faisait pas d'overfitting ou peu dans notre étape de training. Donc, ça conclut cette partie-là. Puis, je vais juste, là, dans les 5, 6, 7, 8 minutes, 7 minutes qui me restent, mentionner rapidement le projet COVID-19 sur lequel nous travaillons. L'idée, en fait, c'est de réutiliser toute l'infrastructure au niveau du hardware, du traitement de données, puis de nos modèles statistiques là, pour essayer de voir si on peut développer un test de dépistage des patients infectés ou pas COVID-19 et éventuellement, possiblement, si ça ne fonctionne pas, au moins de voir si on est capable de détecter s'il y a des virus ou pas et ce qui en résulte là, dans la salive. Puis plus récemment, dans le cadre d'un projet que je suis sur lequel je travaille avec Mathieu Dehaze de Sainte-Justine, redéployer tout ça pour des tests sanguins. Donc, je n'ai pas le temps d'aller à travers les détails, mais certainement, les méthodes de tests actuelles ne sont pas parfaites. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on va remplacer les méthodes actuelles, c'est de voir comment la spectroscopie Raman pourrait possiblement complémenter ce qui existe déjà, puis peut-être, de par le fait qu'elle ne requiert pas de réactifs. En tout cas, l'hypothèse, c'est qu'on serait capable de faire un test qui ne requerrait pas l'ajout de réactifs. Donc, on voudrait utiliser la signature complète Raman dont j'ai parlé depuis le début là, pour essayer de voir s'il y a des choses là-dedans qui pourraient nous aider à prédire si un patient est infecté ou pas. Là. Donc, c'est de voir si on est capable de faire ça. Puis, il y a plusieurs choses qui nous portent à croire qu'on pourrait le faire. Donc, à ce stade-ci, le projet est jeune. On a reçu du financement il y a 4 semaines. Donc, ça fait seulement 3 semaines que les étudiants impliqués dans le projet sont retournés au laboratoire. Donc, l'idée, c'est de faire 2 systèmes d'imagerie. Un microscope, une approche basée sur la microscopie Raman et possiblement sur une approche qui dépend de l'effet plasmonique. C'est une méthode qui s'appelle le Surface NN Raman Spectroscopy. On va essayer de voir si on ne peut pas amplifier différentes tailles de particules, puis amplifier le signal différemment, puis faire un test basé là-dessus. Puis l'autre approche, c'est
c'est une approche, je vais aller direct à celle-là, mais une approche qui est basée sur une cuvette dans laquelle on peut mettre de la salive ou du sang. Puis on est en train de développer, de monter un petit système optique là, qui ressemble beaucoup au sonde, là, mais qui est réimplémenté d'une manière à interroger un biofluide pour voir si on est capable d'aller chercher une signature répétable dans les biofluides. Puis évidemment, là, je dirais qu'on a plusieurs protocoles planifiés. Un de ceux-là, en amont, c'est vraiment d'aller interroger un grand nombre de patients. On pourrait les appeler normaux d'une certaine manière là, pour vraiment étudier à fond les possibles effets confondants. Donc, toute variabilité du signal qui pourrait ne pas être reliée avec ce qu'on veut voir là, au niveau des virus. Là. Puis, préliminairement, là, avec l'approche microscopique, on a été capable quand même de retrouver des signaux qui étaient corrects, avec un bon niveau de signal sur bruit, où on retrouve les principales bandes Raman là, qu'on peut s'attendre de voir. Mais ce n'est évidemment que le début. Donc, puis là, il y a plusieurs, comme je disais tantôt, il y a plusieurs études qui s'en viennent au niveau de protocoles qu'on veut appliquer, dont vous verrez probablement passer une demande d'assistance, vous demandant de vous porter volontaire bientôt là, pour nous donner de la salive. Donc, on est en train de mettre ça en branle. On a aussi accès à 100 échantillons de salive du Jewish, un ensemble très, très bien annoté au niveau des pathologies, etc., qui va être utile aussi dans les étapes préliminaires. Puis, éventuellement, là, on essaie de voir quand on peut le faire, le plus rapidement possible. On veut vraiment aller chercher des échantillons là, pour lesquels on aura une étiquette de infecté ou pas COVID. Puis, c'est sûr que le test PCR, typiquement, n'est pas parfait. Donc, il faudra essayer de voir si on ne peut pas monitorer aussi les patients pour voir s'ils développent la maladie après le test. En tout cas, on travaille beaucoup sur quelle sera la meilleure manière de développer ces tests-là. Donc, en conclusion, je voudrais vraiment remercier tout le monde qui est impliqué dans le projet, en particulier Dominique Trudel, avec qui j'ai beaucoup de projets en ce moment conjointement, puis avec qui on co-supervise beaucoup d'étudiants, professionnels de recherche, etc. Et tous les autres collaborateurs cliniques aussi avec qui on a des projets, les postdocs étudiants, tout le monde. Merci beaucoup. C'est très stimulant de travailler avec vous en ce moment. C'est le fun de pouvoir donner un bon coup dans la direction du COVID en espérant qu'on est capable d'amener quelque chose. Donc, merci beaucoup. Puis ici, voici nos sources de financement au niveau des agences, puis aussi au niveau des partenaires industriels là, avec lesquels on a des projets en cours ou bien des projets passés qui vont revenir bientôt ou peu importe. OK, donc je vous remercie beaucoup de votre attention, puis ça va me faire plaisir de prendre vos questions. Merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment une présentation spectaculaire. Beaucoup d'informations. C'est vraiment super fascinant comme travail. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais il y en a quand même quelques-unes. Et je vous invite à les taper au fur et à mesure qu'on répond aux questions. Si vous avez des questions supplémentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à soumettre vos questions dans la section conversée. And of course, if it's in English, there's no problem at all, for sure. Donc, il y a une question de Kala Sed. Comment vos méthodes statistiques corrigent les variabilités techniques lors du pré-traitement tout en préservant la variabilité des biomarqueurs ou les signatures biologiques d'un phénotype donné? La question était posée plus tôt dans ta présentation. Oui. En fait, au niveau du pré-traitement, on ne corrige pas la variabilité au niveau du pré-traitement. Donc, le pré-traitement de nos mesures optiques vise à retirer différentes choses, là, comme par exemple la fluorescence du tissu qui est difficile pour différentes raisons à contrôler parce que l'intensité de la fluorescence, ce n'est pas une variable qu'on peut utiliser, par exemple, pour différentes raisons. Là. Donc, on ne peut pas au niveau du pré-traitement faire ça. Cependant, les variables, on travaille beaucoup là-dessus. Les variables qu'on pourrait possiblement contrôler, c'est que si, par exemple, on a différents sous-groupes dans nos ensembles de données, puis si on peut introduire une variable, par exemple, qui est proportionnelle à l'âge d'un patient, par exemple, bien, ça peut être une façon de prendre en compte l'âge, par exemple, ou d'autres choses, comme
Ça peut être le sexe, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que ça va être vraiment dans l'implémentation du modèle comme tel. D'accord, merci. Il y a une dénommée Marie Moulin qui avait levé sa main vers 13h46, donc je l'invite à écrire sa question ou dans 2 minutes poser sa question, je lui demanderai. Il y a Audrey Glory qui demande, après avoir déterminé la présence de sang dans la cavité, est-ce possible de compenser pour sa présence pour rétablir un spectre plus précis? Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a comme il y a plusieurs approches à la question du sang dans la cavité chirurgicale. La réponse la plus directe à votre question, ce serait de dire que si on connaît le spectre ramant du sang, puis qu'on peut, au niveau algorithmique, le déconvoluer du signal, donc le retirer, c'est une approche qui pourrait fonctionner, qui n'a pas été essayée dans le laboratoire. En mots, ça se dit bien, mais la praticalité, là, ça reste à voir, par contre. Donc, là, c'est vraiment sous investigation. OK. Bien, un peu dans le même sens, mais bon, pas par rapport à une contamination du sang, mais au niveau du geste technique, est-ce que il peut y avoir une variabilité selon l'utilisateur, si quelqu'un appuie plus fort que d'autres? Parce que selon ce que tu as expliqué, ça ne va pas très profond dans le tissu, ce signal-là. Donc, voyez-vous des variabilités où vous pouvez corriger ça d'une façon quelconque? On avait déjà fait une étude justement pour évaluer l'impact de la pression. C'est sûr, on s'entend, là, il y a comme un degré, là, fait que si on peut vraiment peser trop, puis c'est comme mécaniquement, ça change ce que la sonde voit. Là. Mais dans les limites de pression, là, on pourrait dire normales, là, on ne voyait pas de changement comme tel. C'est ça la réponse là, à ce stade-ci. Mais c'est sûr que la profondeur de pénétration, comme dans le cerveau, on l'estime à 400 microns, par exemple. Mais dans d'autres tissus, ça va être différent. Comme dans le sein, il y a beaucoup de lipides, par exemple. Donc, ça va être plus profond, peut-être moins sensible éventuellement à ça si ça devient un facteur important. Mais quand même, vous êtes capable d'avoir des spectres qui vous permettent de discriminer entre une pathologie ou non. Donc, ça ne semble pas être un facteur qui est si majeur que ça, mais peut-être que vous pourriez améliorer quand même votre précision. Oui. OK. Il y a 2 autres questions. Corentine Goossens, existe-t-il des bases de données des signatures obtenues? Sont-elles universelles entre les instruments utilisés? Oui, il existe des librairies de molécules, comme que ce soit des molécules non organiques, des molécules organiques ou ça peut être il y a des bases de données, oui, qui sont, je dirais, indépendantes des instruments parce qu'un bon manufacturier d'instruments est capable de compenser pour la réponse de son système. Donc, d'enlever tout ce qui n'est pas lié à ce qui est interrogé. Donc, oui, il en existe. Comme par exemple, on a un microscope René Chat dans notre laboratoire, puis on nous fournit une base de données de spectre avec, par exemple. Mais pour nous, c'est plus ou moins important jusqu'à présent parce qu'on n'a pas encore vraiment investigué de mathématiquement projeter nos spectres sur une base puis utiliser ça dans notre classification. Ce n'est pas quelque chose qu'on a encore fait. OK. Il y a une question de Jean-François Échelard. Merci pour la présentation, c'est très enrichissant. Avec une sonde Raman, jusqu'à quelle profondeur peut-on analyser des tissus? Bon, autrement dit, peut-on traverser l'os, les tissus adipeux, etc.? Donc, à quel niveau de profondeur vous pouvez aller? Oui. La profondeur de pénétration va dépendre de paramètres dont j'ai parlé tantôt, les fameux paramètres d'absorption puis de diffusion élastique. Puis ça varie quand même pas mal d'un type de tissu à l'autre. Comme par exemple, dans les tissus adipeux versus cerveau, où il y a beaucoup de sang, par exemple, bien, ça va changer pas mal. C'est pour ça que les méthodes Raman qu'on développe maintenant vont souvent être intégrées avec un mécanisme qui nous permet d'aller quantifier MUA et MUS', qui sont les paramètres physiques de l'absorption puis de la diffusion, pour après ça avoir une meilleure idée de la profondeur de pénétration, par exemple. Même parfois de les intégrer dans nos modèles prédictifs. Fait que ça, c'est quelque chose pour lesquels on a des instruments qui sont développés. Okay. Moi, j'avais peut-être une question par rapport à votre projet COVID. Je voulais savoir pourquoi vous vouliez évaluer le sang alors que dans le sang, il n'y a pas de virus.
c'est, selon certaines études, même pas 1% des patients COVID qui ont du virus dans le sang. OK. Bien, c'est un projet qui n'est pas financé encore avec Mathieu Dehaze de Sainte-Justine. Puis, je dirais que je suis moins familier avec celui-là, honnêtement. Là, c'est plus Mathieu qui le gère, mais je sais qu'il y a une très bonne idée derrière tout ça, là, mais je ne suis pas capable de donner une bonne réponse, Régent, à ce stade-ci. OK, tu m'appelleras. C'est ça. Ou Nathalie Granvaux. D'accord. Alors, je ne vois plus de questions. Moi, j'ai pas mal épuisé mes questions aussi. C'était extrêmement intéressant et fascinant. Notre bon directeur t'a fait dire bravo, mais merci Fred, superbe présentation. Merci. Et sur ça, bien, je te remercie encore une fois. Et puis, ben, au revoir à tous. Et puis, on revient la semaine prochaine pour une autre présentation, j'en suis convaincu. Donc, bonne longue fin de semaine à tous et encore merci Frédéric. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir.